Bonjour à tous, bienvenue sur Deep. Aujourd'hui, je suis avec David Perrotin, qui est un enquêteur à Mediapart. J'ai l'honneur de le recevoir pour parler d'une affaire dont on a beaucoup entendu parler, mais qui, je trouve, n'a pas fait assez de bruit pour l'ampleur, le scandale d'État que ça aurait dû être. Nous allons parler de l'affaire Betaram. Bonjour David, est-ce que tu vas bien ? Super, bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être ici, de pouvoir parler, de vulgariser aussi cette affaire qui est une grosse affaire. Pour rappel, ce qu'on appelle Betaram dans les médias, c'est donc l'institution Notre-Dame de Betaram, qui est donc un collège-lycée catholique français, fondé en 1837 qui se situe près de Pau. Et donc l'école Betaram a un contrat avec l'État. Ça veut dire qu'ils sont financés en partie par les caisses de l'État. C'est ça. Et donc toi, tu as enquêté dessus depuis un long moment et le dossier est sorti donc en début d'année. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé à Betaram ? Alors nous, en fait, on a enquêté avec Antoine Rouget, mon collègue, mais il y a d'abord d'autres enquêtes qui sont sorties depuis 1 an sur Betaram, qui ont raconté en fait des violences systémiques au sein de cet établissement catholique. Donc en fait, d'abord il y a un volet violence physique, c'est-à-dire qu'en gros on frappait les élèves pour les punir. Et ce qui est intéressant, c'est que Betaram, c'est un pensionnat aussi, c'est-à-dire que il y a des élèves qui sont externes, qui viennent et qui repartent chez eux. Et puis il y a les internes, ceux qui dorment, qui viennent de plus loin et qui dorment toute la semaine dans l'établissement. Et souvent c'est eux qui étaient punis, frappés. Donc il faut imaginer en fait ce que c'est Betaram, c'est un dortoir avec des toilettes turques, pas assez pour le nombre d'élèves qui dorment là-bas, avec 2 douches seulement par semaine. Et en fait, c'est un peu comme, c'est pire qu'à l'armée, c'est-à-dire qu'en gros, interdiction de parler dans le dortoir avant de dormir, ils n'ont pas le droit de discuter entre eux, ils ont très peu à manger le matin pour le petit déjeuner, et dès qu'ils protestent ou dès que les surveillants, qui sont des laïcs, ce qu'on dit laïcs, c'est-à-dire que ce n'est pas des prêtres, il y a les enseignants, les surveillants et les prêtres, pour tout un tas de raisons futiles, ils vont soit les punir et soit les frapper. Et donc en fait, ce qu'est Betaram, ce qu'on découvre avec les enquêtes journalistiques et notamment celles de Mediapart, c'est que pendant des décennies, en fait, on a puni, frappé des élèves. Et il y a un deuxième volet dans toute cette affaire, qui est la partie des violences sexuelles. C'est-à-dire que, grosso modo, on a de plus en plus de témoignages et de plaintes de prêtres ou de surveillants qui pouvaient, ça allait d'agresser sexuellement des élèves. On parle aussi de viol pendant, même chose, des tas d'années avec des tas de victimes. Et comment vous avez été alerté par ça ? Du coup, c'est des élèves qui ont commencé à venir vous voir ? Parce que je sais que tu as reçu pas mal de témoignages d'élèves. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors nous, en fait, on a été alertés. C'est d'abord mon collègue Antoine Rouget qui, lui, est originaire de la région. Donc en fait, il faut savoir que là-bas, quand n'importe quel gamin qui habite vers Pau, on lui dit, si t'es pas sage, je vais te mettre à Betaram. C'est vraiment de notoriété publique. Tous les gens dans la région savent ça. Et donc, quand on a vu les premiers... en fait, il y a un collectif de victimes qui s'est créé il y a plus d'1 an, qui est mené par quelqu'un qui s'appelle Alain Esquer, qui a mis un post sur Facebook en disant si toi aussi tu as eu des problèmes à Betaram, mets un commentaire. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de commentaires et progressivement, il s'est rendu compte que c'était pas juste j'ai pas aimé ma scolarité, c'était chiant, etc. C'est des témoignages de violences physiques très graves et de violences sexuelles très graves. Et donc, il s'est dit il faut en faire quelque chose. Et il a commencé à ramasser les témoignages et à les porter au procureur de Pau. Et donc, à ce moment-là, la presse, on s'y intéresse et on se dit, tiens, on va creuser ce sujet. Nous, Mediapart, on a mis un peu plus de temps parce qu'on était d'abord en lien avec ce collectif. On a essayé de comprendre un petit peu ce qui se passait avant de publier un article en février il y avait déjà beaucoup de témoignages qui étaient un peu sortis par ailleurs. Et c'est quoi le témoignage, toi, qui t'a le plus marqué, que tu as pu recevoir ? Alors, sincèrement, les témoignages, ils font froid dans le dos. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a des centaines d'hommes aujourd'hui, parce qu'il s'agit principalement d'hommes dans cette histoire, qui étaient des petits garçons, en fait, qui racontent comment leur vie elle a été totalement bouleversée. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils sortent de Betaram, donc comme nous, on sort du lycée, ils sortent différemment. En fait, on a rencontré quelqu'un qui s'appelle Nelson, qui lui a été agressé sexuellement par des prêtres, qui a été frappé par des surveillants toute son enfance, qui en plus est noir. Donc en fait, il a vécu les propos racistes toute son enfance à Betaram. Et lui, en fait, il raconte, il dit, moi, je faisais des petites conneries à Betaram. J'ai été frappé, j'ai été violé, j'ai subi des propos racistes. Et en fait, après, je suis sorti de là, j'ai fait que des conneries.
parce que en fait, c'était tellement violent que je me suis réfugié dans l'alcool, dans la drogue. C'est ce qu'ils nous racontent. C'est des personnes brisées finalement. C'est des personnes totalement brisées et en fait qui croyaient plus en lui, qui croyaient même plus. Il raconte qu'il a mis des années à imaginer qu'il pouvait être en couple et qu'il pouvait être aimé. Et donc, je pourrais pas choisir un témoignage plus que d'autres. Mais en fait, c'est là où c'est quelque chose. Moi, je trouve que tu as eu raison de parler de scandale. C'est que c'est un des scandales à la fois de violence et de pédocriminalité les plus importants qu'on ait connus en France aujourd'hui. Et du coup, pourquoi on en parle aussi peu? Je ne sais pas si c'est moi qui ai l'impression, est-ce que c'est dans ma sphère médiatique, parce que voilà, on a tous nos algorithmes, où on en parle peu, parce que j'ai l'impression que oui, pendant une semaine, ça a fait la une, et puis après, il n'y a plus grand-chose, donc on va pouvoir après parler peut-être les liens avec le gouvernement, pourquoi, mais est-ce que c'est quelque chose d'habituel aussi dans les violences dans les établissements privés, dans les établissements catholiques, où très vite, c'est étouffé? En fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais il y a un truc qu'on ne peut pas nier, c'est que globalement, on se fout de la violence sur les jeunes. C'est-à-dire qu'en gros, quand les jeunes sont victimes, c'est quelque chose on est en train d'intégrer sur la violence que la société peut être capable de produire, et donc la société, les profs, les surveillants, etc., sur les jeunes. Mais dans plein de... Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Yes Fofok qui se bat beaucoup sur la violence dans les foyers éducatifs. En fait, les politiques et la société ne veulent pas regarder cette violence. C'est comme les affaires d'inceste, c'est comme... On est très tardif à prendre en compte la gravité de la situation et de vraiment réagir. C'était pareil, et c'est encore un petit peu pareil sur la violence sur les femmes. Il a fallu MeToo, il a fallu Balance ton port, il a fallu énormément de pression de la société. Et on n'a pas cette pression encore là des jeunes. Et d'ailleurs, c'est compréhensible, parce qu'en fait, les gamins, ils n'ont pas ce pouvoir-là, ils ne parlent pas. Donc en fait, c'est là où on commence un petit peu à comprendre que notre société, elle réprime, elle est violente vis-à-vis de nos enfants, et qu'en fait, il y a quelque chose à faire. Parce que du coup, il me semble que les premiers faits qui sont dénoncés remontent aux années 1950. Donc ça a duré de 1950 jusqu'à quand à peu près, tu sais? Alors les faits, jusqu'à présent, on pensait que c'était entre 1950 et 2010. Et hier, on a appris qu'en fait, il y a des faits qui sont remontés de 2024. Donc on peut dire que ça ne s'est jamais arrêté à Betaram. Et même aujourd'hui, l'établissement aujourd'hui où on est vraiment... Parce qu'il y a eu tu disais tout à l'heure qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Il y avait une petite musique qui a été lancée médiatiquement. C'est l'idée que c'était très ancien, que ça concernait, c'était les années 50, comme si ça ne nous concernait pas. On pourra en parler, mais nous, on a raconté que c'était quand même très actuel, puisque c'est les années 2000. Mais surtout, là, on découvre que c'est aussi en 2024. Donc en fait, c'est maintenant. Donc ça ne s'est jamais arrêté. Il y a combien de victimes en tout? Alors, pour l'instant, et c'est vraiment le sommet de l'iceberg, on a plus de 150 plaintes. Donc, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que l'établissement, il avait à peu près 3000 élèves par an, voire plus. Il y a à la fois beaucoup de gens qui sont morts parce que Betaram, comme tu le disais, ça existe depuis 1836. On ne sait pas ce qui s'est passé avant les années 50. Et les témoignages là, c'est des gens qui trouvent la possibilité de parler aujourd'hui. Il y a tous ceux qui ne parlent pas, il y a tous ceux qui sont soit en incapacité ou qui ne veulent pas parler. Et il y a les enfants d'aujourd'hui aussi qui ne parlent pas. Donc on a 150 victimes pour l'instant. On a plus de 14 mis en cause dans l'enquête, mais c'est que le début. Parce que du coup, oui, on va aussi, tu nous parles de faits qui remontent donc des années 50, ça fait plus de 70 ans que ça existe. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui vient un petit peu dans les débats, même jusqu'à l'Assemblée nationale, c'est la prescription sur les viols, les agressions sur mineurs. Aujourd'hui, on sait, je crois que le chiffre, c'est 75% des personnes qui vont parler ont déjà des faits prescrits et du coup ne pourront pas avoir de procès. Là, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes-là? Est-ce qu'il y en a qui peuvent ouvrir un procès? Est-ce qu'il y a un procès qui va être ouvert? Est-ce que ces personnes-là vont toujours enseigner? Qu'est-ce qui va se passer du coup juridiquement pour cette affaire? En fait, c'est la grande inconnue de cette affaire, mais c'est aussi ce que peut permettre l'affaire Betaram. C'est-à-dire qu'en gros, d'engager une réflexion sur la prescription. Parce que oui, normalement, les faits sont prescrits après 30 ans. Et comme là, on parle... En tout cas, les témoignages qu'on a sont pour certains très anciens. Il y a tout un tas de personnes de mis en cause qui vont pouvoir échapper à la justice, a priori, parce que les faits sont prescrits. Maintenant, alors après, ça vaut ce que ça vaut, mais politiquement, François Bayrou a dit qu'il fallait entamer une réflexion sur la prescription. Il y a aussi un principe, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu compliqué, mais de cascade, c'est-à-dire que si on a un fait qui n'est pas prescrit, on peut éventuellement s'intéresser aux autres faits qui le seraient. Donc en gros, là, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais
ce qu'on sait, c'est qu'il y a une vraie pression des victimes pour dire ça suffit. C'est pas possible d'avoir des mis en cause qui sont toujours vivants aujourd'hui, qui, pour certains, qui ont avoué. Il y a 3 personnes qui ont été mises en examen et qui ont été placées en garde à vue. Il y en a certains qui ont avoué des faits de violence sur les mineurs en garde à vue. Et pour eux, ça paraît impensable de dire ils vont échapper à la justice, alors que c'est un scandale d'ampleur et qu'ils ont à répondre de leur acte devant la justice. Donc en gros, c'est vraiment ce qu'il faut suivre, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la prescription et qu'est-ce qui va se passer avec cette affaire. Et est-ce que du coup, il y a des personnes qui sont accusées, des laïcs ou des prêtres qui enseignent toujours encore aujourd'hui à Bétarame? Sur les 150 plaintes, aujourd'hui, il n'y en a plus, a priori, qui sont dans l'établissement. Mais quand je dis ça, il faut savoir qu'il y a 1 an, il y avait un surveillant qui était visé par plusieurs plaintes et qui est resté jusqu'en février 2024 en poste. Et c'est pas l'établissement qui s'est dit tiens, il est visé par plusieurs plaintes, on va le suspendre ou on va le licencier. C'est parce que la presse quotidienne régionale a fait pression, a dit a interrogé l'établissement en disant comment vous expliquez qu'il y a un surveillant qui soit toujours en poste, il est visé par des dizaines de plaintes. Et c'est quand ça a été médiatisé que finalement ils se sont séparés de ce surveillant qui a été placé en garde à vue récemment. Donc c'est là où il y a un truc de dingue dans cette histoire. Ils essaient de faire le ménage aussi un petit peu, quoi. Ouais, mais c'est là où c'est actuel aussi. C'est-à-dire qu'en gros, ils n'allaient pas bouger si la presse n'avait pas révélé le fait qu'il y a un homme dans l'établissement qui est toujours en contact de mineurs et qui est visé par plusieurs plaintes pour des années avant. Donc on ne peut pas garantir aujourd'hui qu'il n'y a pas de personne mise en cause encore dans l'établissement, parce que ça c'est l'enquête qui va le dire. Mais en tout cas, il y en avait encore une il y a 1 an. Donc on parlait tout à l'heure des accusations de non-dénonciation aussi, parce que donc on parlait de Bayrou. Bayrou aujourd'hui est en plein scandale où il aurait été au courant de certaines choses. Moi, ça me fait penser à 2016 au cardinal Barbarin qui disait « Dieu merci, les faits sont prescrits ». Donc on retourne à cette prescription-là. Donc Bayrou, aujourd'hui, notre Premier ministre, ça a toujours été une figure importante au milieu politique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Premier ministre est concerné par cette histoire? On a beaucoup parlé de Bétarame et Bayrou. L'affaire aujourd'hui, les 2 noms sont collés. C'est quoi le lien entre les deux? En fait, le lien, il est très puissant. Et c'est nous, à Mediapart, c'est ça qui est la raison pour laquelle on a écrit en février. C'est qu'on s'est dit, tiens, Bayrou, c'est un homme très puissant localement. Il faut savoir qu'un politique, quand il est puissant localement, c'est pas genre, on sait qu'il est maire depuis des années, et voilà. C'est qu'en fait, il a été maire de Pau, président du conseil général. Donc en fait, c'est celui qui dirige un peu les départements. Et c'est celui qui a en charge la protection de l'enfance. Ça veut dire qu'en gros, n'importe quelle violence qui est suspectée sur un mineur, c'est le président du conseil départemental qui doit le signaler. Donc, il avait cette responsabilité-là. Et à un moment donné, en plus, il a été ministre de l'Éducation. Donc, nous, on se dit, en fait, au début, on part d'un silence. On se dit, c'est bizarre, ça fait 1 an qu'on parle de l'affaire Bétarame, il y a des centaines de plaintes, et François Bayrou ne s'est jamais exprimé dessus. Et donc, on a commencé à creuser avec Antoine. Et là, on s'est dit, on a vu quelques démentis dans certains articles où il dit « j'ai été au courant de rien ». Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, notre intuition nous a fait dire que ce n'était pas trop possible qu'il ne soit pas au courant de cet établissement qui est au cœur de sa ville et de sa région qu'il a dirigée et son département. Donc on a creusé. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que 2 éléments principaux. En 1996, plusieurs de ses enfants sont scolarisés à Bétarame. Sa femme, elle donne des cours de catéchisme à Bétarame. Donc déjà, il est lié directement à cet établissement. Personnellement et intimement. Voilà, donc en fait, on se dit déjà qu'en tant que parent d'élève, c'est compliqué de ne pas savoir ce qui se passe dans l'établissement. Et surtout, en 96, on a une grave affaire de violence physique d'un surveillant sur un élève, puisque c'est un surveillant qui punit un élève et qui le frappe. Il le frappe tellement fort qu'il lui perfore le tympan. Et ça, à l'époque, c'est raconté dans la presse. Et il y a une plainte. Donc, le surveillant, il est condamné par la justice. Et on pourrait se dire, ok, il lit pas la presse, il a raté ça. Sauf qu'à ce moment-là, le surveillant, il est protégé et défendu par l'établissement. C'est-à-dire qu'il y a un surveillant condamné et l'établissement dit, nous, on le défend, on ne va pas le sanctionner administrativement et il reste dans l'établissement. Il a été promu. Et qu'est-ce que fait François Bayrou? Il se déplace dans l'établissement pour aller le défendre, Bétarame. Il dit, dans des archives qu'on a retrouvées, vous êtes attaqué de manière injuste
Et grosso modo, je ne sais pas les phrases exactes, mais grosso modo, je suis là pour vous défendre et vous rassurer. Et à ce moment-là, il est ministre de l'Éducation. Donc ça, c'est la première affaire qui montre, et c'est pour ça que je reprends ta ta présentation, parce que souvent les médias aujourd'hui ont peur de dire qu'il a menti ou qu'on ne sait pas s'il savait. Il savait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est documenté, il y a des archives où il s'exprime, où il est interrogé par la presse, où il répond sur Betaram. Donc, il était parfaitement au courant de ce premier volet-là, qui est le volet violence physique. Et 2 ans après, en 98, il y a l'ancien directeur de Betaram qui est accusé d'avoir violé deux enfants, deux élèves de Betaram, et qui est mis en examen. Et là, on pourrait se dire, bon, c'est une affaire qui est dans les mains de la justice, il n'est pas forcément au courant, François Bayrou. Sauf que ce qu'on a révélé, c'est qu'il a rencontré François Bayrou alors qu'il était président du département. Il est allé rencontrer le juge qui gérait ce dossier pour se renseigner sur de quoi était accusé le directeur, exactement, parce que notamment ses enfants étaient scolarisés. Ça, on a plein de témoignages. On a le témoignage du juge, d'un gendarme de l'époque qui enquêtait aussi sur l'affaire, qui ont tous confirmé que le Bayrou était informé. Au début, François Bayrou a menti, a dit non, j'ai jamais rencontré ce juge. C'est qu'on a quand même des déclarations de lui officielles où il dit je suis au courant de rien. C'est ça. Ouais. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que nous, au début, on montre qu'il savait tout sur ces 2 éléments, 96, 98, qu'il a rencontré le juge, donc il savait parfaitement. À l'Assemblée nationale, il est interrogé en février, juste après les révélations de Mediapart. On s'attendait vraiment à ce qu'ils disent j'ai eu une mauvaise erreur d'appréciation, c'était l'époque, oui, effectivement, j'ai été alerté, j'ai pas fait forcément ce qu'il fallait. Lui, il dit tout l'inverse. Il dit j'ai jamais été alerté ni des violences physiques ni des violences sexuelles. Donc on se dit mais c'est dingue. Donc on republie des éléments pour prouver qu'il a menti devant la représentation nationale. Et c'est pas rien quand on est Premier ministre de mentir devant les députés, devant la représentation nationale, chez ceux qui nous représentent à l'Assemblée. Donc c'est mentir aux députés, mais c'est mentir aux Français en fait. Et sauf que l'élément particulier qui est incompréhensible, c'est que ça fait à peu près 5-6 fois qu'il répète la même chose, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été au courant de rien. Nous, entre-temps, on a publié le témoignage d'une enseignante qui dit que la femme de François Bayrou a été témoin des violences et qu'elle n'a pas alerté sur ces violences. Il faut savoir que tout citoyen français, s'il est témoin de violences sur mineurs, il a l'obligation légale. Si on voit des violences sur un mineur, on est obligé de les signaler à la justice. Donc, la femme de François Bayrou, la femme Oui, qui a le pouvoir en plus de faire changer les choses. D'un élu local très important à l'époque, est accusée d'avoir rien fait sur ces violences-là. Et donc, c'est ça qui rend particulier encore plus cette affaire, c'est qu'il y a le scandale Betaram et il y a le scandale de François Bayrou qui ment à plusieurs reprises lors d'interviews et devant la représentation nationale pour faire croire qu'il n'était au courant de rien. Parce que j'ai vu même des passages où il dit j'ai été au courant juste d'une petite gifle, de choses comme ça, où il minimise les faits. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il risque, François Bayrou? Parce que je n'ai pas l'impression que son poste est remis en cause. Moi, j'aurais peut-être pensé qu'il y aurait une démission. Aujourd'hui, c'est quoi le fait que notre Premier ministre soit toujours Premier ministre, du coup, en fonction? Il risque quelque chose légalement, pénalement? Alors aujourd'hui, il risque... oui, il risque parce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre lui d'un avocat à Pau qui dénonce une entrave, qui veut une enquête sur une possible entrave à la justice. Parce que lorsque François Bayrou rencontre le juge à l'époque, en 98, le directeur qui était accusé de viol, il a été bizarrement libéré. Ça ne veut pas dire que c'est François Bayrou qui est forcément intervenu, mais en tout cas, il y a quelque chose d'inexplicable dans la gravité des accusations qui pesaient sur cet homme et le fait qu'il ait été libéré au bout de 13 jours. Et donc, comme il y a une suspicion d'entrave à la justice, puisqu'on sait que François Bayrou, à ce moment-là, est intervenu, il y a une enquête qui est en cours. Donc ça, déjà, on ne sait pas ce que donnera l'enquête, mais elle est ouverte et selon les conclusions, il peut risquer quelque chose pénalement. Mais surtout, là, ce qui est intéressant, c'est que récemment, il y a des députés qui ont voté une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est intéressant parce que en France, voilà, il y a plusieurs pouvoirs et l'Assemblée nationale, elle est là aussi pour contrôler le pouvoir de l'exécutif, donc du Premier ministre, ou d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans l'administration française, notamment sur Betaram. Et ça va être intéressant à suivre parce qu'ils vont convoquer François Bayrou, donc, qui est obligé de venir à cette convocation. Donc, a priori, ce serait au mois de juin.
Et là, c'est différent parce que s'il ment dans cette commission, il risque des poursuites pénales. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais on lui pose la question « Est-ce que vous étiez alerté ?» et qu'il dit « Non, je n'étais pas alerté », sans doute, ce qui va se passer, c'est que les députés vont signaler ça au procureur et il y aura sans doute une enquête qui sera ouverte parce qu'on n'a pas le droit de mentir sous serment devant une commission d'enquête. Donc ça va être intéressant à suivre parce que jusqu'à présent, ils pouvaient mentir devant les médias ou devant l'Assemblée nationale, mais en commission d'enquête, ça va être compliqué. Du coup, les preuves que vous avez apportées, les preuves de Mediapart, elles vont servir à quelque chose dans cette commission ? Alors, certainement, puisque généralement, une commission, les députés, ils vont d'abord sur place. Donc là, ils sont en train de contrôler, par exemple, ils sont rendus à Bétarame pour essayer d'avoir les archives et pour essayer de savoir s'il y avait des signalements à l'époque, etc. Ils sont allés au ministère de l'Éducation pour savoir s'il y avait des remontées et tout. On sait déjà qu'ils ont trouvé des choses qui vont être très intéressantes à suivre. Et après, ils utilisent aussi ce que la presse révèle. Donc, toutes les archives qu'on a sorties, les témoignages et documents, sans doute que François Bayrou sera directement interrogé dessus parce qu'on va lui dire, bah voilà, il y a une enseignante qui dit qu'elle vous a alerté en 96. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Il y a une enseignante qui dit que votre femme a été témoin de violence. Qu'est-ce que vous avez à dire ? S'il ment surtout, ou il reste sur cette position qu'il a aujourd'hui, il sera sans doute poursuivi en justice parce qu'il y a des choses qu'on a documentées. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, des preuves, des éléments matériels qui montrent que quand il dit « je ne savais pas », c'est faux, puisqu'à l'époque, il y a une vidéo qui montre l'inverse ou il y a un article qui montre l'inverse. Merci beaucoup David de nous éclairer sur ce dossier. Tu as fait d'autres enquêtes, ce n'est pas ta seule enquête, et une enquête qui je trouve est assez similaire, donc qui date de l'année dernière. Donc, c'est l'établissement Stanislas, qui est aussi un établissement privé catholique. On va continuer à parler de ces sombres histoires d'omerta et de violences faites sur des mineurs. On va pouvoir accueillir du coup Ondine qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, donc Ondine qui est du coup élève à Stanislas et qui met directement les dossiers sous le tapis. Pour rappel, le collège-lycée Stanislas aussi, situé à Paris, est un établissement privé qui est aussi sous contrat avec l'État, donc aussi subventionné comme Bétarame. Est-ce que déjà David, tu peux nous rappeler, toi l'enquête en 2022, qu'est-ce que c'était ? Alors nous, quand on s'est intéressé à Stanislas, en gros, s'il y a des points similaires, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a relevé, c'est que c'est un univers totalement sexiste, autoritaire et homophobe. C'est-à-dire qu'en gros, Stanislas, c'est un établissement privé catholique qui est situé à Paris, qui est très, on va dire, huppé, c'est-à-dire que c'est les scolarités, il y a des gens très puissants qui sont passés par là, De Gaulle, des patrons, etc. Mais il y a aussi, il n'y a pas que des gens connus. Il y a notamment les enfants de l'ancienne ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, qui étaient scolarisés là-bas. Et nous, d'abord, ce qu'on avait montré, c'était des dérives dans l'enseignement, c'est-à-dire on n'enseigne pas l'éducation à la sexualité, on fait la promotion en gros, on réprime l'avortement et on dit que c'est un crime, qu'on va en enfer. L'homosexualité, on dit que c'est contre nature, que c'est une maladie, et on fait la promotion des thérapies de conversion, ce qui est totalement illégal dans la loi. Donc, en gros, tout un tas de dérives. Et nous, on a publié d'abord notre enquête. Et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a mis très longtemps à déclencher une inspection administrative pour essayer de comprendre, qu'après ils ont caché. Et c'est quand on a révélé le rapport caché et qu'on a révélé que la ministre de l'Éducation avait encore ses enfants scolarisés, qu'il y a eu un scandale autour de Stanislas parce que les gens ne pouvaient plus fermer les yeux sur ce qu'on permettait dans cet établissement. Donc toi, du coup, Ondine, tu étais directement immergée dans cet établissement qui a l'air assez problématique, hein, si je peux peser mes mots. Est-ce que déjà tu peux relater, toi, est-ce que tu as vécu tout ça ? Est-ce que tu nous as rapporté donc les cours qui parlent de toutes ces thérapies de conversion, d'homophobie, pareil, des choses très sexistes. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, alors moi j'étais élève à Stam de 2008 à 2012, donc ça commence à dater un petit peu, j'ai fait tout mon collège là-bas. Et effectivement, on avait... l'environnement était assez répressif, puisque effectivement, on nous apprenait que il fallait surtout pas avorter, que c'était... il fallait respecter la vie en toutes circonstances et que du coup, l'avortement, c'était mal. On nous érigeait en modèle une sainte qui a été canonisée parce qu'elle est morte en couche en refusant d'avorter. C'est dans mon petit... Tes petits livrets. Et on avait donc effectivement l'homosexualité, pareil.
On en parlait très peu et quand on en parlait, c'était en cours de catéchisme pour dire qu'en fait, la finalité de l'acte sexuel, c'est exclusivement la reproduction. Donc que de la même manière que coucher avec un préservatif, c'est un péché, parce que si on décide de se donner à l'autre, il faut se donner pleinement et donc être prêt à avoir des enfants avec, et que du coup, l'homosexualité est contre nature, en partie parce qu'elle ne permet pas la reproduction. J'étais conviée aujourd'hui parce que voilà, au-delà de donc que ce soit 2 établissements privés catholiques, il y a aussi du coup un lien avec des ministres, donc ministre de l'Éducation pour Oudéa Castéra, aujourd'hui Bayrou avec Bétaram qui est Premier ministre. Il y a aussi plein de similitudes donc, voilà, dans les cours. Est-ce qu'on peut dire que Stanislas est un peu le Bétaram, en tout cas Bétaram est le Stanislas 2.0 Est-ce que ces cours-là, en tout cas, ont été aussi donnés à Bétaram? Est-ce qu'on pense que tout ce qui a été fait à Stanislas a été fait aussi à Bétaram? Alors, moi, je suis journaliste, donc quand on n'a pas de preuves ou d'éléments, on ne s'avance pas. Après, là où il y a des similitudes, c'est que dans les établissements catholiques aussi, on va dire, radicaux, dans leur façon d'enseigner, dans leur façon de cadrer les élèves, etc., dans tous les cas, il y a, dans les 2 établissements, ça ne respecte absolument pas à la fois les valeurs de la République et à la fois le droit français. On ne frappe pas des élèves, on n'enseigne pas l'homophobie, on n'enseigne pas... Donc en gros, c'est quand même dans les 2 cas, 2 établissements qui s'affranchissent de la loi et qui bénéficient, on va dire, d'une bienveillance, mais peut-être on pourra en reparler, politique, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux, ça ne dérange pas. Et toi, tu nous parlais aussi il y a aussi eu apparemment des prêtres, des laïcs qui t'ont enseigné, qui ont été accusés aussi de sévices sur des mineurs, de violences sexuelles. Tu as entendu parler de tout ça? Ouais, il y en a eu. Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu au moins 2 affaires avant mon arrivée à Stan, mais qui ont été révélées ensuite, mais qui datent d'avant mon arrivée. Et moi, le prêtre, c'était pas l'aumônier principal, mais c'était un des prêtres qui nous faisait les cours de catéchisme, le père Fabrice Varango, a été condamné à 5 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur une personne handicapée dont il était proche. Personne handicapée qui a porté plainte quand elle avait la quarantaine, mais les faits duraient depuis son adolescence. Et donc, il a été reconnu coupable et il a eu 5 ans de prison. Il y a eu également, juste après mon départ, un surveillant d'internat qui a été viré pour avoir consulté des documents pédopornographiques sur son lieu de travail et qui a ensuite été accusé de viol, d'agression et d'humiliation. Et donc, il y a eu aussi le directeur, qui n'est pas le directeur actuel, mais l'ancien directeur de Stanislas, qui a été aussi accusé d'agression sexuelle. Et en fait, c'est quand lui a été accusé qu'on a commencé vraiment à parler de Stanislas dans les médias et que ça a fait remonter plein de choses. Donc voilà, il y en a du coup au moins 5 qui ont été poursuivis en justice. Et David, tu me disais tout à l'heure aussi que pour Bétaram, c'était beaucoup de petits garçons. Du coup, c'était souvent du côté des garçons. C'est un peu aussi ce qui se passait à Stanislas. Comment on peut expliquer que là, c'est beaucoup des petits garçons, pas les petites filles? Dans la société, on a l'impression que c'est plus les petites filles qui sont, en tout cas les femmes qui sont victimes, mais on oublie aussi les petits garçons qui sont victimes d'hommes. Comment on peut expliquer ce ratio, en tout cas? Ouais, moi, à mon avis, il y a un truc qui est atroce à dire, mais c'est que quand on viole un garçon, il risque pas de tomber enceinte. Donc, violer une adolescente, c'est entre guillemets plus compliqué pour un prêtre parce qu'il y a ce risque-là et que du coup, ça se verrait. Et puis, je pense aussi qu'il y a un tel tabou de l'homosexualité qu'au bout d'un moment, ça brille, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de un peu mathématique dans le sens où Stan, par exemple, il y a quelque chose de patriarcal et de sexiste dans sa conception puisque il y avait beaucoup plus de classes pour les garçons que les filles. Que par exemple, quand on était à l'internat à Stan, en fait, les locaux pour les filles, il y avait moins de classes et elles étaient à l'extérieur de l'établissement. En fait, on les a toujours mises de côté, les femmes. D'ailleurs, c'est tout l'enseignement de Stan, c'est de dire à quel point, en grosso modo, les femmes sont un danger pour les hommes, etc. Donc, en fait, le contact des prêtres ou des enseignants et tout est bien plus fort avec les garçons qu'avec les filles. Et à Bétaram, les pensionnats, c'était que des garçons. Donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là dans ces établissements-là, c'est-à-dire que grosso modo, c'est l'établissement pour les garçons, principalement. Et donc,
de fait. Et les violences se font plus sur ce genre-là. D'accord. Toi, Amandine, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Donc, du coup, tu étais une adolescente. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ta construction quand tu étais à Stanislas? Les choses qu'on te disait sur, par exemple, ta condition de femme. On me disait qu'on les mettait souvent à l'écart. Je sais qu'on parlait souvent des tenues aussi. Ouais. C'était quoi l'ambiance à peu près? L'ambiance, c'est t'es une femme, c'est bien, mais t'es là pour te marier. Enfin, moi, en fait, ce qui m'a marqué le plus, c'est le sexisme. Parce que à cette époque et à l'âge que j'avais, c'est ce qui était, je pense, le plus proche de moi. Et aussi parce que moi, par exemple, tout ce qui est discours homophobe, ça n'a jamais fonctionné avec moi. J'ai toujours trouvé ça abject, j'ai toujours trouvé ça absurde. Par contre, dans le discours sexiste, il y a énormément de choses que j'ai intériorisées, en fait, et que j'ai mis beaucoup de temps par la suite à déconstruire, notamment tu parlais des tenues. Ça, c'est quelque chose où, à l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était bizarre de polisser comment des jeunes filles s'habillaient. La justification était bizarre parce qu'on n'avait pas le droit de mettre de débardeurs, donc on n'avait pas le droit de montrer nos épaules, et on nous expliquait quand même clairement que c'était parce que les garçons avaient des pulsions et qu'il ne fallait pas les solliciter. Donc c'était à nous de ne pas provoquer les garçons. Mais ça, en fait, à l'époque, c'est pas quelque chose que j'ai remis en question beaucoup, et c'est vraiment ensuite, quand je suis arrivée à la fac, et que je me suis retrouvée avec des personnes en basket. T'es sortie, en fait, de tout ça. Ouais. Des personnes en basket avec des mini-jupes. Ouais. Je suis arrivée, je fais, mais c'est que des putes. Et après, j'ai fait, bah non, c'est juste, c'est le monde normal. Et ouais, l'enseignement hyper sexiste de vraiment, vous êtes là pour vous reproduire, avoir des enfants, vous donner pleinement à un homme, être au service d'un homme. Beaucoup ce discours-là. Ou alors au service de Dieu si vous choisissez de devenir bonne sœur. Mais ouais. Du coup, tu es venue avec certains documents. Est-ce que tu peux nous lire une partie du règlement intérieur de Stanislas? Il faut le sortir de sous le tapis. Stanislas a ouvert certaines classes à la mixité au début des années 90. La mixité ne signifie pas pour nous un renoncement à nos valeurs éducatives. Elle nous permet de rappeler que l'éducation affective est une démarche lente et progressive. Ceci exclut tout comportement de petit couple entre élèves. Et qu'est-ce qui se passait du coup si vous aviez une petite amourette? Alors moi je ne l'ai pas vécu, mais pour mes amis pour qui j'ai pu le voir, si pendant la... Alors moi j'étais dans une classe non mixte, donc j'étais uniquement avec des filles, donc on n'était pas censé connaître les garçons. Et pendant la récréation, s'il y avait des filles qui discutaient avec des garçons... Et a fortiori, s'ils étaient deux dans un coin ou quoi, et qu'un surveillant les voyait, ils se faisaient engueuler ensuite. Voilà, on leur disait que non. Et les classes mixtes étaient très mal vues parce que les garçons et les filles se connaissaient un peu trop bien. Il me semble que tu n'étais même pas forcément croyante. Tes parents ne sont même pas mariés. Qu'est-ce qu'on te disait par rapport à ça? Est-ce que tu étais obligée de suivre ces cours de catéchisme? Parce que normalement, on sait que c'est censé être deux choses assez distinctes. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Oui, alors au collège, les cours de catéchisme étaient obligatoires, ce qui d'ailleurs, là aussi, est une infraction par rapport au contrat d'association avec l'État. Donc nous, c'était obligatoire, on en avait 1 ou 2 heures par semaine, je ne sais plus trop bien. Je viens d'une famille qui est quand même de culture catholique, entre guillemets, mais qui n'était pas pratiquante. Et oui, donc c'était obligatoire, et on m'a expliqué que le fait que mes parents n'étaient pas mariés, ça faisait que ma conception était un péché, et que heureusement que mes parents m'avaient fait baptiser à la naissance, parce que sinon j'avais droit à un aller simple pour l'enfer. Heureusement que tu étais baptisée. Tu nous disais aussi donc, de ne pas provoquer les garçons. Implicitement, est-ce qu'on est en train de dire que si vous vous faites agresser, ou même plus, c'est un peu de votre faute parce que vous étiez trop dénudés? Est-ce que tu l'as vécu comme ça? Oui, complètement. Complètement. C'est parce qu'en fait, quand je disais tout à l'heure, je suis arrivée à la fac et j'ai vu des filles en basket, oh mon Dieu, c'était des putes, c'est parce qu'il y avait vraiment ça, pardon pour le mot, hein, mais c'est qu'il y avait vraiment ce truc de si vous êtes trop dénudée, vous êtes une fille de petite vertu, vous vous exhibez, vous ne vous préservez pas pour votre futur mari, et donc nécessairement, oui, vous suscitez les envies et les pulsions des garçons. Donc, tant pis pour eux, quoi. Là, du coup, je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que vous pensez que c'est dangereux de vivre dans ce type d'environnement-là? Est-ce que cette éducation-là peut encourager le silence et du coup les violences par la suite? Ce qu'on parlait, du coup, tout à l'heure, c'est très compliqué pour les enfants, déjà pour tout le monde, de parler de violences sexuelles, encore plus pour les enfants, les gens qui comprennent ce qui s'est passé. Est-ce que ce type d'éducation encourage finalement les violences? Oui, clairement. Et en fait, il faut imaginer, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est un peu une éducation à l'ancienne, on dit aux filles qu'il ne faut pas susciter le regard des garçons. En fait, ça s'appelle la culture du viol. C'est-à-dire qu'en gros,
on apprend à des garçons et à des filles, mais surtout à des garçons, à dire, si jamais, par exemple, j'agresse une fille, c'est pas de ma faute, c'est parce qu'elle m'aura tenté. Et c'est vraiment ça dans les manuels. Nous, on a vraiment tout épluché et tout. Il y a vraiment cette idée de, grosso modo, si la fille, elle est agressée sexuellement, c'est parce qu'elle portait une mini-jupe. C'est un peu cette idée-là. Ça, c'est une culture qui pourrit notre société. C'est une culture qui est d'une violence absolue pour les femmes, encore et beaucoup trop aujourd'hui. Et aussi en dans fait, les milieux laïcs. Hein, dans les milieux laïcs, partout, en fait, c'est la reproduction de ce qu'il y a dans toute la société. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand vous apprenez à des enfants, à très jeune âge, cette idée-là, en fait, comment on déconstruit ça après? Et c'est pareil pour l'homophobie, c'est-à-dire qu'on a vu des histoires tragiques, notamment le petit Lucas qui s'est suicidé à 13 ans parce qu'il était victime de harcèlement homophobe dans son établissement dans l'Est de la France. En fait, là-bas, il faut savoir que les témoignages, ce qu'ils ont raconté, c'est-à-dire que vous avez des enseignants qui vous disaient l'homosexualité, c'est un péché, vous avez des enfants entre eux qui s'insultaient de PD, etc. Et en gros, à la fois pour les jeunes qui étaient homo ou qui découvraient leur homosexualité ou qui avaient des questions sur leur identité, en fait, ils subissaient ça en silence. Donc ça amène quoi? Ça amène potentiellement des choses graves, peut-être par la suite, ou en tout cas, ça met des années à se déconstruire de toute cette souffrance. Et donc là, le problème, c'est que c'était institué, c'était l'institution, les profs, les surveillants, la direction qui faisait la promotion de ça. Et à mon sens, c'est un danger pour notre société. C'est-à-dire qu'en gros, les gamins qui sortent de ces établissements, les garçons, en fait, ils ont à déconstruire énormément de choses, et même les filles. C'est-à-dire que les filles, elles ont, à force d'apprendre à être soit une victime, soit à se réprimer, soit être la fautive, en fait, c'est dramatique. Entendu. Complètement d'accord. En fait, le grand crime des femmes, c'est, dans leur idée, oui, c'est on est les descendants d'Ève, donc de toute manière, c'est nous qui avons commis le péché originel. Donc quoi qu'il arrive, ce sera toujours de notre faute. Et ce que je pense qui est très dangereux aussi, c'est que en fait, c'est un milieu qui cultive énormément l'entre-soi. Et donc, on dit que c'est très dur à déconstruire, mais la plupart ne vont même pas essayer, parce que la plupart ne se retrouveront jamais dans un contexte qui leur permettra de se déconstruire. Moi, il se trouve que j'ai été à la fac par choix ensuite, mais la plupart feront des classes prépa privées à Stan, intégreront une grande école type polytechnique et militaire. Et en fait, moi, dans mes camarades de classe de l'époque, il y en a plein qui sont déjà mariés, qui ont eu leur premier enfant à 23 ans, ce qui n'est pas du tout un mal en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que ils sont dans la reproduction de ce modèle social-là. Ils n'ont eu aucun moyen de le remettre en question parce qu'ils n'ont jamais été dans un milieu qui leur a permis de le remettre en question. Et donc, cette reproduction sociale-là, nécessairement, elle est hyper dangereuse. Elle va à contre-courant complet de l'évolution de la société. Et c'est tout ce qui fait les milieux conservateurs actuels. Et je pense que les personnes que tu connais là, qui ont eu des enfants, est-ce qu'ils seront même capables de remettre leurs propres enfants dans des établissements comme Stanislas? En général, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Il y en a plein... on va à Stan de père en fils, ensuite on fait une prépa de père en fils, et à Polytechnique de père en fils, et on se marie, et c'est complètement la même histoire qui se répète tout le temps. Je pense très bêtement, mais quand il y avait la manif pour tous, il y avait plein d'enfants dans les manifs. C'est des anciens de Stan qui emmènent leurs gosses de 5 ans, qui ensuite feront leur scolarité à Stan, et qui croiront les mêmes choses, et qui se suicideront le jour où ils réaliseront qu'ils sont homo, quoi. Et toi, tu as quand même été là-bas pendant une ère de notre société où les femmes parlent de plus en plus, où on essaye de dénoncer. Bon, c'était quand même avant MeToo, mais il y avait quand même de plus en plus de personnes même connues qui parlaient. Comment c'était vu ça? Est-ce que vous aviez le droit à la parole? Parce que je pense forcément qu'il y a eu des choses qui se passent quand on est enfant, quoi qu'il arrive, ne serait-ce qu'une main quelque part, c'est des choses du quotidien, malheureusement. Est-ce que vous aviez le droit de dénoncer? Comment c'était reçu si ça se passait, ce genre de choses-là? Honnêtement, j'ai même pas le souvenir que qui que ce soit ait pensé à parler. C'était pas du tout... En fait, Stan, ils sont extrêmement doués pour étouffer tout et n'importe quoi. Et donc, en fait, dès qu'il y avait une petite affaire quelque part, elle était étouffée de sorte que même les élèves des autres classes ne l'entendent pas. Je pense, par exemple, quand j'étais en 3e, il y a une classe de garçons dans laquelle il y a eu une affaire de drogue. On n'avait pas le droit d'en parler. Si on en parlait entre nous, on nous disait « Vous ne savez rien, taisez-vous, il se passe rien, vous parlez sans savoir. » Et donc, en fait... J'ai jamais vécu de scène de personnes qui parlent d'abus subis. C'est jamais quelque chose qui est arrivé. Ça me fait quand même penser à un autre débat actuel. Tout à l'heure, on parlait de la prescription.
Là, actuellement, on parle de l'éducation sexuelle à l'école. Je pense que voilà, c'était quand même assez compliqué à Stanislas ou dans des établissements comme Bétarame. Donc, pour rappel, depuis 2001, il y a une loi qui indique que l'éducation à la sexualité doit être dispensée de manière progressive, donc en fonction des âges. Normalement, c'est 3 séances annuelles qui doivent être faites. Malheureusement, on a vu après des rapports du Conseil de l'égalité que ce n'est pas du tout le cas, qu'il y a très très peu de séances qui sont faites. Donc, c'est 2 tiers des personnes de plus de 15 ans interrogées qui déclarent n'avoir jamais reçu d'éducation sexuelle, et ce même dans le public, dans les milieux laïques. Donc là, le 30 janvier, Elisabeth Borne, donc aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale, présente un nouveau programme, malgré toutes les critiques des milieux très conservateurs de droite et d'extrême droite. Est-ce que vous pensiez que si l'État avait fait son travail, 2001, et même avant, si ça avait pu, la loi aurait dû exister depuis encore avant, il y aurait eu un Bétarame? Est-ce qu'il y aurait eu un Stanislas si l'État faisait son travail, finalement? En tout cas, c'est difficile de se projeter, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un continuum, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre le fait de ne pas aborder la question de l'éducation à la sexualité et à la vie affective, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Il y a grosso modo la droite, l'extrême droite qui va caricaturer en disant « Ah oui, on apprend à nos gamins à se masturber, etc. » Évidemment que c'est faux et que c'est une entreprise de discrédit pour essayer qu'il n'y ait jamais de ces cours-là. Mais en fait, on apprend quoi? On apprend la question du genre, on apprend la question des discriminations, de l'homophobie, du sexisme. On apprend justement, on aborde la question du consentement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a tout un tas de problématiques et de drames qui est supposé être évité grâce à ces cours-là. Et comme ils ne sont pas donnés, on ne sait pas ce que ça crée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne fait pas du bien à notre société. Et là où moi, j'insiste sur une chose, parce que souvent, à Mediapart, on dit oui, mais Mediapart, vous êtes là pour vous allumer des politiques, les faire démissionner, etc. Là où c'est intéressant, quand on voit par exemple qu'il y a François Bayrou dans l'affaire Bétarame et Amélie Oudéa-Castéra dans l'affaire Stanislas, c'est qu'une société, on la veut avec des gamins qui apprennent des cours d'éducation à la sexualité, avec un bel enseignement compatible avec nos valeurs. Quand vous avez une ministre de l'Éducation qui met ses enfants dans cet établissement, qui accepte que ces enfants aient tout ce que tu as décrit comme enseignement et qu'il n'ait pas de cours d'éducation à la sexualité. Quand on a François Bayrou qui accepte que ses enfants aient les mêmes enseignements, qu'est-ce que ça dit de notre société? Qu'est-ce que ça dit que nos responsables politiques disent peut-être dans des interviews, oui, il faut lutter contre l'homophobie, il faut lutter contre le sexisme. Mais moi, par contre, je mets mes enfants qui vont recevoir un enseignement d'arrière-garde totalement conservateur. Moi, je pense qu'ils ont à rendre des comptes en tant que responsable politique, parce que moi, sincèrement, une ministre de l'Éducation qui met ses enfants dans des classes non mixtes, qui a peur que ces petits garçons soient en face de petites filles et qu'ils soient tentés. Moi, je trouve ça très dangereux pour la société. Et donc, je pense que les parents font ce qu'ils veulent dans leur vie privée, mais quand ils sont responsables politiques, en fait, ils ont à rendre des comptes par rapport à ça. Ils représentent finalement... ouais, en fait, il y a quelque chose d'exemplaire. Il y a l'exemplarité en politique. Si le ministre de l'Éducation choisit de mettre ses enfants dans le privé avec un tel enseignement aussi radical, en fait, elle est ministre de l'Éducation. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont se dire « Ah si la ministre de l'Éducation fait ça, nous, on peut le faire, c'est normal. » Et donc, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ces histoires d'établissements et de responsables politiques qui soutiennent ces établissements. Toi, on dit, je pense qu'on a à peu près le même âge. En 2001, tu étais scolarisé. Est-ce que tu as eu le droit à ces 3 séances annuelles d'éducation sexuelle? Alors, on a eu des cours de vie affective. Le mot sexuel n'apparaissait pas dans l'intitulé des cours. Alors, moi, dans mon souvenir, j'en ai eu un tous les 2 ans. Mais j'ai peut-être oublié certaines séances. Plus que moi, déjà. Plus que toi. Moi, j'en ai eu un seul dans toute ma scolarité. Nous, c'était donné par une dame... pareil, très religieuse. Et donc, en fait, au-delà de la question d'avoir ces cours, il faut aussi voir le contenu qu'on y met. Parce que du coup, nous, par exemple, on ne nous a jamais parlé de genre parce que c'est aux parents d'éduquer les enfants en fonction de leur sexe. Et en fait, ils en parlent dans un des trucs que j'ai aussi. Il faut renforcer l'identité de petite fille. Il faut qu'elle cultive sa féminité et sa douceur. Le garçon... il faut qu'il soit renforcé dans son identité de garçon pour cultiver sa force. Il y avait vraiment ce côté, cette dichotomie-là de la femme doit être douce et féminine et l'homme doit être fort. Donc déjà, le genre, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas d'identité de genre, quoi. Ça va dans la droite ligne de l'identité sexuée. Et en fait, tout ce qu'on avait, pareil, complètement
complètement arrière-garde. C'était la seule contraception, c'est l'abstinence. Bon, bah, on n'est pas très avancé une fois qu'on a dit ça. C'était pas de masturbation, pas de pornographie. Pour des enfants, c'est quand même mieux. Mais je trouve qu'il y avait quand même en plus un côté... le sexe était complètement stigmatisé, mais en même temps, du coup, on nous en parle quand même beaucoup. J'ai un petit document quand on devait se confesser, qui date de ma 6e, donc j'avais 10 ans, où on nous demandait si on avait regardé des mauvais films ou des mauvaises images, ou eu des mauvaises conversations, ou si on n'avait pas respecté l'intégrité de notre corps. Personnellement, je pense qu'à 10 ans... Respecter l'intégrité du corps, c'est se masturber. Ouais. Je suis même pas sûre que... Surtout qu'Internet n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, je suis même pas sûre que j'avais conscience de l'existence de la pornographie à cette époque. Aujourd'hui, c'est peut-être moins vrai, mais bon. Et donc, le contenu de ces cours-là n'était absolument pas informatif, en fait. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on vous parle de thérapie de conversion? Alors moi, à mon époque, on n'en parlait pas tellement. On nous disait que si on avait des penchants homosexuels, d'une part, il fallait prier, et que d'autre part, c'était un penchant en fait pour l'expérimentation et qu'il fallait qu'on nous rappelle la finalité des rapports sexuels, à savoir la reproduction, et que donc forcément l'homosexualité était une déviance. Et donc il fallait se faire soigner, mais on ne parlait pas de thérapie de conversion comme ça avait pu être révélé dans les années ultérieures et dans les enquêtes qui ont eu lieu par la suite. Et je pense aussi que par rapport au rôle de l'État, au-delà de la question de ces cours de vie affective, il y a aussi le fait que c'est des établissements qui sont catholiques, donc qui ont le droit de dispenser un enseignement catholique et de défendre certaines valeurs, mais ils sont quand même en état d'association avec l'État. Et pour moi, là où l'État a vraiment échoué, c'est qu'il ne contrôle pas du tout que le contrat est respecté. Or, normalement, ces subventions qui viennent de l'argent public sont conditionnées à un certain nombre de règles. Et Stanislas est quand même très largement subventionné, beaucoup plus que les écoles publiques. Et donc, à une époque où les écoles publiques sont complètement en rade parce qu'il n'y a pas d'argent, avoir un établissement qui reçoit autant d'argent public en ne respectant pas son contrat, c'est hyper grave, je trouve. Oui, là, tu nous parles du coup du lien avec l'État. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est cette différence, donc cette géométrie variable, entre les établissements publics. Aujourd'hui, on parle énormément de laïcité, jusqu'à ne plus savoir trop ce que ça veut dire dans le débat actuel. On en parle tellement qu'on a interdit l'abaya, la rentrée dernière, il me semble. Donc, c'est contrôler les robes, on ne sait plus trop ce que c'est. Est-ce que c'est une robe musulmane? Qu'est-ce qu'une robe musulmane? Et on voit qu'il y a des établissements qui sont sous contrat, qui devraient être contrôlés par l'État, puisque financés par l'État. Comment on peut expliquer, finalement, cette double mesure avec des établissements qui peuvent dispenser ce genre de programmes, qui laissent ce genre de violence être perpétrée alors qu'on voit que le Premier ministre est au courant, et que nous, quand on est dans un établissement, là, on ne peut même pas porter une abaya, et tout devient tout de suite plus compliqué. C'est quoi cette... L'islamophobie de la société. En fait, ce que tu n'as pas dit d'ailleurs, c'est que quand on compare l'établissement catholique et l'établissement privé musulman, par exemple, il y en a, je crois, aucun catholique qui a perdu son contrat d'association. Donc le fait qu'on lui donne de l'argent public. Et en plus, la question n'est jamais posée. C'est-à-dire que même sur Bétharram ou sur Stanislas, il n'y a aucun responsable politique qui a même dit « Attention, peut-être qu'on va retirer le contrat d'association ». Pour les établissements privés musulmans, pour le coup, à Mediapart, on a enquêté beaucoup sur certains établissements privés musulmans qui ont perdu leur contrat. Déjà, c'est immédiat. Et on ne parle pas du tout des mêmes accusations. C'est-à-dire que, en gros, c'est des suspicions. Par exemple, je me souviens d'une école parisienne où il y avait un problème de papier de certains professeurs qui avaient des visas, etc. On a envoyé la police pour contrôler l'établissement. C'était un contrôle surprise et ils ont perdu leur contrat d'association. Ça veut dire que du jour au lendemain, vous avez des élèves qui sont sur le carreau et qui doivent retrouver avec leurs parents une autre école. Ça n'est jamais arrivé pour l'établissement catholique et dans aucun des établissements privés musulmans sur lesquels on a travaillé, il y a des accusations aussi graves de violences physiques, sexuelles et de cours contraires à la loi. Et donc, en fait, cet élément à géométrie variable, c'est un truc dont on ne discute pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas de journaux télévisés, vous n'avez pas d'éditorialistes sur les plateaux qui vont dire « Là, ça commence à se voir quand même qu'on traite totalement différemment les musulmans des catholiques. » Et c'est vrai que c'est inexplicable, ou alors on l'explique par une forme d'islamophobie, c'est-à-dire qu'il y a une bienveillance vis-à-vis des catholiques. Il faut aussi dire quelque chose, c'est-à-dire que l'enseignement catholique, c'est-à-dire ceux qui contrôlent tout l'enseignement catholique privé, ils sont quand même très puissants
Et en fait, les politiques ont peur aussi parce qu'ils ne veulent pas de manifs dans la rue. L'école et l'école privée, il y a eu des moments dans notre vie politique où il y a eu beaucoup de gens dans la rue pour la préserver, la protéger. Donc, ils ont aussi peur de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que là, maintenant, les faits sont là. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de suspicion de est-ce qu'on traite différemment les musulmans. Là, sincèrement, quand on met Betaram, Stanislas et des écoles comme Averroès, MHS ou d'autres, la différence, elle est flagrante et on ne peut plus le nier. Tu nous parlais de l'islamophobie. Finalement, je pense qu'il faut mettre le terme sur ce que c'est. Aujourd'hui, on se concentre énormément sur l'islamisation, l'intégrisme religieux, notamment pour l'islam. Est-ce qu'on peut qualifier Stanislas, Betaram d'établissement intégriste? En tout cas, ils sont radicaux et ils sont très orthodoxes. C'est-à-dire qu'ils ont une pratique de la religion et un enseignement qui est la version la plus radicale, une des plus radicales de leur religion. Après, intégriste, ça dépend... faudrait prendre en détail tout ça, mais ce qui est certain, c'est que à la fois, moi, ce qui m'intéresse, à la limite, qu'un établissement privé choisisse son enseignement, moi, j'ai rien à dire, c'est la loi qui le permet, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça respecte la loi. En l'occurrence, Betaram ou Stanislas, il y a plein d'entorses à la loi. Et donc, ce qui est certain, c'est que dans les établissements, en tout cas sur lesquels Mediapart a enquêté musulmans, il n'y avait absolument pas ces entorses à la loi. Donc en gros, la loi, c'est aussi une boussole. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit de dire et d'enseigner, de faire n'importe quoi avec les élèves, surtout quand c'est l'argent du contribuable. C'est-à-dire que c'est quand même notre argent qui finance cet enseignement, ces établissements, etc. Et là, en l'occurrence, il y a tout un tas de dérives, quoi. Et toi, Ondine, tu avais l'impression d'être dans un milieu qui était, qu'on peut qualifier d'intégriste ou de radical? Moi, j'ai beaucoup utilisé ce mot. Je dis toujours, j'étais dans un collège catholique intégriste, aussi parce que c'est un peu une volonté politique de ma part quand je le dis, qui est que tout ce que je critique, j'insiste sur le fait que je ne critique pas la religion. Je critique cet aspect-là. Et en fait, quand on dit que Stanislas est juste un établissement catholique et qu'on ne dit pas qu'il est intégriste ou radical, en fait, du coup, on se retrouve à être extrêmement négatif envers l'ensemble d'une religion. Et moi, encore une fois, je ne suis pas particulièrement religieuse. Et je pense que c'est hyper important, en fait, de garder en tête que tout ce que je critique là, je ne le fais pas pour critiquer la religion, je le fais pour critiquer une certaine vision de la religion et que c'est une vision qui est extrêmement radicale et que ce n'est pas l'ensemble de l'Église. Et ce n'est pas rendre service à l'Église que de prétendre que Stanislas en est un représentant lambda. Oui, de toute façon, on le rappelle que les violences sexuelles, qu'elles soient faites sur des mineurs ou des personnes majeures, sont présentes dans toutes les sphères, dans toutes les classes sociales, dans tous les milieux. Personne n'est épargné, malheureusement, même si la religion peut des fois favoriser l'omerta. Donc, une des dernières questions que j'ai, c'est donc il y a quand même cette double spécificité dans ces affaires-là, donc le milieu politique et les religions. Qu'est-ce qui a le plus favorisé le silence, ou en tout cas le fait que ces affaires soient un peu mises sous le tapis, comme tu l'as bien fait? Est-ce que c'est plus les forces politiques, ou est-ce que c'est plus, tu nous parlais aussi des puissants de catholiques qui gèrent ces établissements-là? En fait, je pense que l'omerta et le silence, il est favorisé par tout un univers, donc ça rejoint les deux, c'est le politique, c'est la direction, les enseignants, les prêtres, même les parents. Mais là où moi j'insiste vraiment sur un truc, c'est qu'on parle toujours de libération de la parole. Et en fait, dans l'affaire Betaram, dans le cas Betaram, il y a plein de victimes qui parlent pour la première fois parce qu'il y avait une omerta, parce que c'est difficile de s'exprimer. Mais on n'est pas dans une affaire de libération de la parole. Nous, on a révélé qu'entre 1993 et 2013, il y a une douzaine de plaintes et de signalements qui ont été enterrés. Ça veut dire qu'au moins à 12 reprises, il y a des gens qui ont parlé et qui ont signalé à la justice, qui ont signalé à leurs parents, qui ont signalé à des politiques ce qui se passait dans cet établissement. À l'époque, la presse, elle en parlait. En 96-98, on n'est pas dans les années 40, des violences physiques et des violences sexuelles, ça faisait déjà scandale. Et il y a des articles de Libération, du Monde de l'époque, de Sud-Ouest qui racontent tout ça. Donc en fait, je trouve que c'est un peu facile pour les politiques de dire « Ah oui, mais on ne savait pas, maintenant les gens parlent, avant ils ne parlaient pas ». En fait, en tout cas pour Betaram, il y a tout un tas de gamins, tout un tas de parents qui ont parlé, sauf qu'ils n'ont pas été écoutés. On les a fait passer pour des fous, on les a fait passer pour des fauteurs de troubles. Et il y a un point commun, c'est que le politique n'a jamais pris ses responsabilités pour faire quelque chose. François Bayrou, il a été alerté à plusieurs reprises. Il n'a rien fait. Au contraire, il a défendu cet établissement. Et quand je parlais tout à l'heure de l'enseignant qui était encore en poste à Betaram en 2024, pendant un an,
de 2024 à 2025, tous les ministres de l'éducation successifs, Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castéra, Elisabeth Borne, il n'y en a pas un qui a diligenté une enquête administrative. Il n'y en a pas un, alors que ça fait 1 an qu'on sait qu'il y a plein de plaintes. Il n'y en a pas un qui s'est dit on va ouvrir une enquête administrative. C'est la seule capable de comprendre justement les raisons de l'omerta, qu'est-ce qu'ont fait les politiques, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, qu'est-ce qu'ont fait l'établissement, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Il n'y en a pas un qui a voulu se renseigner. En fait, si ce n'est pas la démonstration que les politiques ne font pas ce qu'il faut faire pour essayer de faire cesser toutes ces violences, c'est pas autre chose, quoi. Tu as un élément de réponse à apporter, Andy ? Déjà, je suis complètement d'accord. En plus, je pense que quelque chose qui favorise vraiment l'absence de parole par rapport à ces violences-là, c'est aussi la culture de l'obéissance. Parce que nous, quand on est enfant, qu'on est à Stan, on nous apprend à filer droit et l'adulte a toujours raison. Donc tu ne peux pas t'opposer à un adulte. Il a le dernier mot dans tous les cas. Et en cas de désaccord, on croira toujours l'adulte. Parce que toi, tu es un enfant, tu peux mentir, tu peux ne pas être sûr de ce que tu as vécu. Il y a un peu un truc de remise en doute permanent. T'es sûr que tu as vécu ça ? Mais non, c'est pas possible. Et donc, en fait, on ne remet jamais en question la parole des adultes et on obéit et on file droit. Et si jamais on nous frappe, c'est qu'on l'avait mérité. Et si jamais on nous insulte, c'est qu'on l'avait mérité. Donc, forcément, on ne va pas parler puisque c'est nous qui sommes en tort, dans tous les cas. Et en plus, par rapport à cette histoire de libération de la parole, une fois que les gens parlent, il n'y a pas de structure de soutien, en fait. Il n'y a rien. Moi, ça fait un moment que je témoigne dans les médias. On en parlait tout à l'heure. J'ai fait plein d'interviews pour plein de médias. Et en fait, il y a une violence extraordinaire quand on parle dans les médias, qui est que moi, je me suis pris toute la droite catholique, qui est venue me dire que je mentais, que j'affabulais, que c'était pas vrai. Et il y a eu un moment où, alors même que j'ai mal vécu Stan, que j'ai gardé tous les éléments, j'ai tout, où je me suis mise à douter de ma propre réalité parce qu'il y avait tellement de gens qui me disaient tu mens, c'est pas vrai, t'inventes des trucs, qu'il faut vraiment avoir une confiance en soi et en son vécu extraordinaire pour ne pas remettre en question toute sa réalité. Et ça, c'est hyper violent. Et je pense qu'il y a aussi plein de gens qui ne veulent pas témoigner parce qu'ils ont conscience qu'à l'ère des réseaux sociaux, c'est ça qui va se produire. Et moi, le premier témoignage que j'ai fait à visage découvert, je me souviens, le journaliste m'a appelé. J'ai raccroché en me disant « Est-ce que j'accepte de me faire harceler pour ça ?» Parce que je savais que c'était le truc qui allait arriver nécessairement. Et donc ça, c'est hyper dur. C'est que même une fois qu'on a libéré la parole, en fait, on n'a rien fait. Et nous, on en est toujours au même stade. Il n'y a toujours aucune conséquence à Stanislas. Moi, je parle en espérant que les choses changent. Mais en fait, il ne se passe jamais rien. Les politiques s'en foutent. Tout le monde s'en fout. Il n'y a que les médias qui nous interviewent, qui en ont quelque chose à foutre. Et quelques-unes des personnes qui regardent. Donc... Mais merci d'en parler, parce que c'est pour ça que tu es une des seules d'ailleurs à en parler à visage découvert, c'est que c'est pas facile. Et c'est pas facile de réitérer en plus tout le temps le même discours. On avait parlé de est-ce qu'on a invité aussi ici un élève de Betaram. Moi personnellement, c'était pas ma volonté première de faire répéter quelqu'un qui a vécu des sévices sexuels, des sévices physiques. Mais j'invite les gens à regarder une interview qui a été faite sur Mediapart où le garçon, enfin l'homme aujourd'hui, Nelson, qui a vécu donc du racisme, etc., qui a déjà pris la parole. Bon, moi je le fais pas répéter, mais en tout cas c'est enregistré et nous on peut réécouter. Et il faut les entendre, donc merci à vous, merci aussi pour les enquêtes. Je vais quand même rappeler quelques chiffres, parce que chaque année en France, c'est au moins 160 000 mineurs qui sont victimes de violences sexuelles, ce qui représente un enfant agressé toutes les 3 minutes. Au total, on estime que 5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Donc dans la description, il y aura toutes les infos nécessaires si vous voulez vous rapprocher de numéros, de personnes qui peuvent vous aider, d'associations. Si vous êtes victime, ou si vous êtes victime actuellement, ou que vous avez été victime durant votre enfance, c'est un tabou. Je pense que dans ton métier, tu le vois beaucoup, le tabou de l'inceste. C'est aussi une personne sur 10, il me semble, aujourd'hui, qui est victime d'inceste, le tabou des violences faites sur mineurs. Donc merci pour ton travail, merci pour ton témoignage, Ondine. Merci pour ton invitation et je pense que c'est un sujet qui mérite l'attention de toute la société. Ouais, complètement. Merci de continuer à en parler parce que comme tu disais tout à l'heure, que ce soit pour Stanislas ou Betaram, ça fait les gros titres une semaine et ensuite tout le monde oublie. Et je trouve ça hyper bien de pouvoir continuer à répéter et à redire encore. Je dis que c'est pénible de le faire, mais j'accepte toujours parce qu'il faut le faire. Et je trouve ça hyper bien qu'on ait des plateformes et des médias qui permettent de le faire et des gens qui en ont quelque chose à foutre parce qu'il n'y a que comme ça que les choses finiront par changer, j'espère. On espère. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Vous avez aussi tout le dossier qui est disponible directement sur Mediapart. Je ne sais pas s'il y a une offre en ce moment, mais moi j'ai pu bénéficier d'une offre. Donc il y a tout
toutes les infos supplémentaires qu'on n'a pas pu tout dire aujourd'hui. On a essayé de vulgariser. Nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres affaires, d'autres faits de société qu'on essaiera de décrypter ensemble. À très vite. Au revoir.